Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Covivio? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Covivio ici, c'est une compagnie, c'est une foncière, c'est une foncière ici française. Donc, notamment, quand on parle de foncière ici, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'elle fait exactement, quel type de foncier on a. Est-ce que nous avons des immeubles de bureaux? Est-ce que nous avons du logement? Est-ce que nous avons ici, voilà, des entrepôts? Donc, c'est important de savoir exactement ce qu'on fait parce que ça vous permet à peu près d'avoir une idée générale de l'environnement dans lequel l'entreprise opère. Donc, quand on parle de Covivio ici, on a de l'immobilier ici pour les logements, notamment en Allemagne, je pense bien. Donc, on vient juste au niveau des rapports financiers ici du troisième trimestre. Ici, on va regarder ça rapidement. OK. Donc, on a des bureaux, d'accord, notamment en France, en Italie, en Allemagne. D'accord. Le total des bureaux ici, c'est là. Et le taux d'occupation de ces bureaux est de 93,9% au mois de septembre 2022. D'accord. On se rend compte qu'en Allemagne, on est à 84,8%, c'est-à-dire que l'Allemagne se porte moins bien que les autres. OK. Mais le plus important, c'est de voir s'il y a une amélioration ou pas. OK? Dans tous les cas de figure, l'ensemble ici, c'est 93,9%. Maintenant, en termes de bureaux ici, quel type de bureau on a? Parce que même dans les bureaux, il y a des classes. Est-ce qu'on a des bureaux essentiellement dans les centres, dans les zones d'affaires qui comptent énormément? Point d'interrogation. Donc, moi ici, ce qui me permet à peu près d'apprécier l'attractivité de ces bureaux-là, enfin, par matière, si les bureaux qui détiennent présentement sont recherchés sur le marché, c'est le taux d'occupation. Ici, on a le taux d'occupation ici aux alentours de 93,9%. C'est assez correct, notamment si on prend en considération que la pandémie est passée par là. Le résidentiel en Allemagne, 99%. Il semble-t-il qu'en Allemagne, il y a énormément de problèmes au niveau du résidentiel. Quand je dis problème, la demande est élevée, l'offre n'est pas assez élevée. Ce qui est une bonne chose quand vous détenez des logements du côté de l'Allemagne. On l'a également vu ici, je pense, avec Vonovia et Leg Immobilien, qui ont un patrimoine en termes de foncier très élevé ici, d'accord? Semble-t-il que ces entreprises-là, essentiellement, s'échangeaient également en dessous de la valeur de leurs actifs nets ici. Si les actifs nets en question sont très, très élevés, alors on aurait une opportunité d'investissement au prix actuel. Mais n'oubliez pas également qu'elles ont une énorme dette et quand les taux d'intérêt commencent à augmenter, ça commence à faire mal, surtout quand vous voulez faire rouler la dette. Donc, n'oubliez pas, on a déjà étudié Leg Immobilien et Vonovia sur cette chaîne-ci. Donc, pour Covivio, on peut se dire que le segment hôtel ici, je pense que c'est un segment qui a souffert ici pendant la pandémie, normal, d'accord. Donc je pense que leur plus gros client c'est Accor ici. Donc vous allez voir ici que pour Accor, ça commence à aller, d'accord, il calcule ici en termes d'EBITDA. Donc normalement, si votre locataire est rentable, il y a de fortes chances qu'il puisse continuer à vous payer. Ça ne veut pas dire que s'il n'est pas rentable, il ne va pas vous payer. En fait, c'est que la dette issue des loyers ici, les loyers ici, en fait, c'est une obligation en termes de si vous faites faillite ici, c'est une dette senior, ok? Donc il y a de fortes chances qu'on puisse vous rembourser, ok? Il y a de fortes chances, je vais pas dire que c'est certain. Donc mais c'est toujours inquiétant quand vous avez un gros client ici qui est dans une situation compliquée. Mais ça semble aller correctement ici avec l'ouverture de l'économie, etc. La fin des mesures Covid en Europe, ça commence à aller pour Accor, donc le groupe Accor, donc Covivio également va très très bien. Donc ici on voit à peu près que le taux d'occupation de la plupart de tous leurs bâtiments ici est de 96,2%, ce qui n'est pas mal, c'est très très bien, ok. Donc on aime ça. Maintenant, en termes d'immobilier ici, vous savez qu'on aura toujours énormément de dettes. Et je vous ai toujours dit une chose, la dette est très importante dans ce genre d'affaires. Sinon, si vous prêtez pas attention à la dette, tôt ou tard, le marché va finir par reconnaître le niveau d'endettement ici et vous allez vous retrouver à porter des sacs. Enfin, avec presque rien sur la main. Donc, ne vous fiez pas uniquement aux dividendes. La question qu'il faut se poser, c'est si le dividende en question qu'on paye aujourd'hui, est-ce qu'il est judicieux de le payer? OK? Donc, il faut également constater une chose. Les revenus de cette entreprise, ils sont partagés. Dans le sens où on vous donne des revenus ici, 100% de 2022, 9 premiers mois de 2022 ici. Vous avez 719 millions issus des loyers. Mais on vous dit que la nette part du groupe ici est de 470 millions. Donc dans ce 519, on a uniquement 65%, on va le dire comme ça, de ce montant-ci. Donc ça veut dire qu'il y a un 35% qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc à qui
Entre parenthèses, il faudrait aller voir ça ici. C'est important parce que ça pourrait impacter totalement notre valorisation ici. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que pour une compagnie immobilière ici en Europe, c'est facile à évaluer. Parce qu'on vous donne déjà l'évaluation. Vous allez l'évaluer par rapport à ces bâtiments ici. Ok, à la valeur de ces bâtiments, à la valeur de ces murs ici, tout en sachant que cette valeur-là fluctue également. Donc, il faut déjà poser la question, est-ce que ces bâtiments-là sont qualitatifs? Donc, quand je prends cette compagnie ici, si vous allez dans les rapports financiers semestriels ici, vous allez avoir l'information selon laquelle on a à peu près une valeur des actifs nets ici aux alentours de 109, 100 milliards, 100 dollars, 100 euros ici par action. Mais moi, la question que je me pose, c'est dans ce 100 euros-là, dans tous les bâtiments qu'on a pris ici, est-ce qu'on a pris les bâtiments qui appartiennent uniquement au groupe Covivio qui est coté en bourse, à l'entité Covivio, ou bien on a pris l'ensemble des bâtiments gérés par Covivio? Donc, je pose la question pourquoi? Parce que si au niveau des revenus, on partage 65-35, bah, au niveau de la valorisation ici des bâtiments également, ça sera 65-35. Donc, la valeur la valeur attribuée à ces bâtiments m'inquiète également parce que je veux savoir si ça prend en considération la nette part du groupe uniquement. Donc, on va devoir prendre ceci avec des pincettes. OK? Donc, pour commencer, au niveau du revenu ici, on remarque que les revenus ici sont à peu près stables. Donc, enfin, on avait une croissance des revenus jusqu'en 2019. Ici, la pandémie étant passée par là, c'est normal qu'on ait cette décroissance ici. Mais il y a de fortes chances qu'on revienne à ce niveau. Mais ce n'est pas la première fois qu'on arrive à des niveaux assez élevés. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'en 2008 jusqu'en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les revenus ont baissé? D'accord? Peut-être qu'également l'entreprise a changé, on a peut-être vendu certains segments ici. Bref, ça peut s'expliquer de plusieurs manières, mais il ne faut pas laisser cette partie-ci sans réponse. OK? Donc ça demande la lecture ici des rapports financiers de 2008-2009. Au moins pour poser la question, pourquoi est-ce que le revenu a baissé? Également, ceux de 2019 et 2020 ici doivent être lus, parce qu'on peut se dire ici que oui, mais c'est par rapport à la pandémie, mais voilà, il faudrait que certains, donc pour avoir la certitude, il faut lire les rapports financiers. OK? Pour voir qu'est-ce que le management dit par rapport à cette période-ci. Donc, ce que je peux constater ici, c'est que, voilà, on revient à peu près à des niveaux assez acceptables. Mais vous remarquez ici que ça, c'est sur les 12 derniers mois, on dit 1 milliard. Revenons ici. Techniquement, si on prend les 9 premiers mois ici, si on prend 1 milliard pour les 12 derniers mois de l'année, les loyers, vu qu'on les paye ici mensuellement, c'est à peu près des revenus qui sont à peu près stables ici, donc c'est parfois la même chose. Donc, ça dit qu'on rapporte à peu près 250 millions d'euros par trimestre. Or, si on a 250 millions d'euros par trimestre et qu'on fait à peu près 3 trimestres, donc les 9 premiers mois de l'année, on sera à peu près à 750 millions. Or, vous constatez quoi ici? Les 9 premiers mois de 2022, on a rapporté 719 millions, mais la nette part du groupe, c'est 470. Donc, c'est-à-dire que le 1 milliard d'euros qui sera affiché ici, il faut l'ajuster en conséquence. En réalité, sur les 12 derniers mois, on a peut-être eu, voilà, à tout casser 650 000 euros. Si on prend 65%, 650 millions d'euros. Si on prend 65% de 1 milliard. Donc, ça également, il faut faire des ajustements. C'est pour ça que, quand vous prenez en considération les informations sur des sites comme Coifin, Yahoo, Zone Bourse, posez-vous la question toujours dans les rapports financiers si les montants qui sont affichés ici sont des montants qui prennent en considération les revenus qui appartiennent uniquement à l'entreprise. OK? Donc, je ne dis pas que ouais, mais ça donne la mauvaise information. Non, ça ne donne pas la mauvaise information. Ça dépend de comment vous allez rentrer cela sur le logiciel parce que ici, les informations sont standardisées. Le logiciel n'est pas là pour savoir si vous prenez 65%, 45%. Non, c'est à l'entreprise d'envoyer ce genre de résultats-là. Or, vous voyez ici qu'elle vous donne deux types de résultats. Ici, on parle de 719, là, on parle de 470. Donc, elle jongle avec les deux. Donc, maintenant, au niveau de l'endettement également, ça sera la même chose. Est-ce que c'est également 65-35? Est-ce qu'au niveau de la valorisation des actifs, ça sera 65-35? Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, vu que je ne connais pas la réponse, pas que je ne peux pas trouver la réponse, d'accord? La réponse est sûrement dans les rapports financiers, certainement. Moi, je vais faire ici 65% de tout ce que je vais voir, ok? Juste pour me protéger. C'est-à-dire que, vu que c'est une compagnie européenne ici, les compagnies européennes ici, elles ont tendance ici à donner leur propre, à vous donner la valorisation de leurs actifs ici, d'accord? Donc, avant même d'y arriver ici, on va déjà constater que c'est une entreprise, en termes de dette ici, qu'est-ce qu'elle a comme dette ici? On voit ici qu'on a une dette nette aux alentours de 11 milliards. La même question qu'on doit se poser par rapport à la dette nette. Est-ce que c'est 11 milliards? Est-ce que c'est 65% de 11 milliards? Donc, si on prend l'EBITDA ici, vu que l'EBITDA ici ne prend pas en considération les 65% du groupe ici, donc on s'entend que si vous prenez ici, si l'EBITDA c'est 100 millions et que le revenu c'est 1 milliard et que vous prenez ici 65% de 100 millions et 65% de 1 milliard, ça reviendra à la même chose en termes de ratio.
D'accord? So, quand je prends l'EBITDA ici, je vérifie d'abord, est-ce que l'EBITDA est stable? Oui, on a une stabilité des EBITDA. Maintenant, est-ce que la dette nette sur EBITDA ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, dette nette sur EBITDA, on obtient combien ici? Dette nette sur... Non, c'est pas ça. Donc, dette nette sur EBITDA, dette nette sur EBITDA ici, on obtient combien? On obtient à peu près 13 fois les revenus, les EBITDA. Et je vous rappelle qu'on ne paye pas on ne rembourse pas la dette avec les EBITDA. C'est avec les free cash flow qu'on rembourse la dette. Ici, vu que c'est une compagnie immobilière, il n'y a pas de free cash flow, il y a des AFFO. Donc, ça dit que les bénéfices, les cash from operation, moins la dépense en capital de maintenance. N'allez pas prendre les free cash flow en réalité, parce que si vous prenez les free cash flow, vous allez avoir ce genre d'informations. Si vous avez dit que l'entreprise ne rapporte rien du tout. Oui, elle ne rapporte rien du tout du point de vue des free cash flow, parce qu'ici, ça prend une grosse dépense en capital ici. Et la dépense en capital peut être une dépense de croissance et une dépense de maintenance. Donc, la dépense de maintenance, généralement, il faut aller dans les rapports pour aller trouver la bonne information. OK? Donc, moi ici, pour l'évaluation de cette compagnie, déjà, premièrement, je remarque qu'elle est très endettée. La dette ici est très élevée pour une compagnie pareille. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas payer sa dette, mais rendez-vous compte d'une chose. Actuellement, la dette est aux alentours de 13 fois, la dette nette sur EBITDA, c'est 13 fois les EBITDA ici. Passons. Au niveau du cash from operation, prenons un exemple. Cash from operation. Admettons qu'elle veut payer la dette avec les cash from operation uniquement. Quand on divise ici le 700 millions ici divisé par 11 milliards ici, on aura à peu près quelque chose. Ça fait combien? 11 divisé par 0.7. Donc, on peut repayer la dette au total en 15 ans, 16 ans. Or, n'oubliez pas une chose, on n'a pas encore enlevé la maintenance. On n'a pas encore enlevé le dividende qu'on paye. Vu que c'est une SCPI, elle n'a pas le choix que de payer 90% de ses bénéfices nets en dividende. D'accord? Donc, si on enlève le dividende ici, le dividende qui est versé ici aujourd'hui est de l'ordre d'à peu près de 200 millions par là. Donc, l'entreprise, si on prend ici, actuellement, on paye un dividende de 6,6%, donc 0,6. Non, 0,6. Non, excusez-moi. Donc, c'est 0,0660. D'accord? Multiplié ici par la capitalisation boursière ici est de combien? De 5 milliards 300. D'accord? Donc, on paye ici à peu près, donnez-moi juste un instant. Oui, c'est ça. Hein? Donc, 0,6. Non, c'est ça. 0,066, d'accord, multiplié par 5 milliards 330, d'accord, ça donne ici 351 millions. Donc, on dépense 351 millions uniquement pour le dividende. Donc, si on dépense 351 millions uniquement pour le dividende, il nous reste combien pour repayer la dette ici? Il nous reste à peu près 350, mais on n'a même pas encore pris la dépense en capital en question. Il faut faire très attention à cette métrique-ci. L'entreprise en question est très endettée. Enfin, son niveau d'endettement est très élevé. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas payer la dette. Je dis ceci. Elle va devoir soit émettre de nouvelles actions pour pouvoir maintenir ce dividende-là, ou bien afin de pouvoir continuer à faire rouler la dette. Donc ici, je ne serais pas étonné qu'on commence à voir des cessions d'actifs. OK? Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle va faire faillite ni quoi que ce soit. Pour le moment, elle peut gagner ce niveau d'endettement pendant des années. Tout ce qu'elle va faire, c'est faire rouler cette dette-là. Mais attention, les taux d'intérêt qui vont augmenter auront tendance à diminuer, à augmenter les intérêts sur la dette. Mais vu que c'est une compagnie immobilière ici, elle peut également, les loyers sont peut-être adossés ici à l'inflation. Donc, ça pourrait complètement s'annuler ici. Donc, on pourrait voir ici une augmentation des loyers, alors que ça compense juste l'augmentation ici des coûts des taux d'intérêt. Bref, il faut faire attention à ce genre d'entreprise aussi. Donc, je dis ceci. Il ne faut pas juste la voir du point de vue rendement ici du dividende. Parce que ce dividende-ci, moi, je vous dirais, c'est la marge supérieure. Je ne pense pas qu'on devrait garder ce dividende pendant... En cas de souci ici, elle va couper ce dividende. D'accord? Et ça ne sera peut-être pas la première fois que ça arrive. Et si elle coupe le dividende, c'est peut-être pas parce que c'est pas une mauvaise décision, c'est une très bonne décision. OK? Parce qu'elle veut avant tout se protéger. Donc, moi, ici, je n'irai pas uniquement en regardant le dividende. OK? Donc, je vais surtout aller en prenant la valeur des actifs. Donc, si on prend les actifs tangibles par action ici, qui sont aux alentours de 101 millions par action, 101 euros par action. Ça veut dire que 65% de 101 euros, je vous rappelle que je n'ai aucune certitude que le 101 euros ici concerne la nette part du groupe. Donc, je préfère me protéger en conséquence en prenant 65% de ce montant-là, donc 65 euros. Je dirais que l'entreprise au prix actuel est correctement évaluée. Si on prend en considération la valeur de ses actifs. En termes de dividende, elle peut payer ce dividende-là. D'accord? Mais vous pouvez également constater que c'est une entreprise ici qui a l'habitude d'augmenter ici le nombre d'actions. Ça, je n'aime pas. Alors qu'on augmente le nombre d'actions, normalement, il faut avoir de bonnes raisons pour le faire. Est-ce que vous allez acheter de nouveaux actifs, etc.
moi, je vois ici qu'on a des revenus à peu près stables sur toute cette période-ci. Donc, Covivio, franchement, c'est une compagnie, voilà, si vous y allez pour le dividende, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille. En tout cas, je suis très mal à l'aise à posséder, si je devais posséder cette compagnie, je serais très mal à l'aise à posséder cette compagnie-ci en portefeuille. Et encore, comme je vous l'ai dit, je peux me tromper ici. Donc, il faudrait regarder au niveau de la session des actifs ici, qu'est-ce qu'ils comptent faire. Mais on a de très bons, on a des très bons actifs ici, notamment si on prend en considération, en se basant uniquement sur le taux d'occupation ici, on peut bazarder totalement tout ce qui est en Allemagne ici. D'accord? Ça pourrait nous rapporter de l'argent. OK? Donc, elle pourrait lever du capital, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle pourrait même rembourser sa dette en vendant une partie de ses actifs ici. Mais voilà, au moins vous savez que au niveau actuel, en tout cas, c'est pas une entreprise sur laquelle vous allez demander une croissance, voilà, en termes de, voilà, de valeur, d'accord? Donc, c'est-à-dire que le différentiel entre la valeur et le prix ici, parce que moi, je considère qu'au prix actuel, on est juste correctement évalué. Parce que la valeur des actifs ici, si on prend 65% de ce qui est marqué là, vu que je n'ai pas d'informations par rapport à la nette part du groupe ici, on se aux alentours de 65 euros. D'accord? Si la valeur des actifs ici est réellement de 101 euros ici par action pour le groupe Covivio, donc pour la part de Covivio qui est cotée en bourse présentement, tant mieux. Donc, on aura quelque chose de plus élevé que ça. Mais pour ce procédé en date de jour, on se dira que déjà, on ne surpaye pas. Donc, ici, ils peuvent continuer à payer ce dividende-là. Mais n'oubliez pas qu'on arrive dans un environnement où les taux d'intérêt vont augmenter. C'est sûr qu'avec la balance, ici, vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'allez pas remarqué que le dividende a baissé ou quoi que ce soit, ou bien les taux d'intérêt ont augmenté par rapport à la charge liée à la dette ici. Encore que le niveau d'endettement ici est de 1,75% en moyenne. En termes de taux d'intérêt sur la dette, ce qui n'est pas mal. OK? Donc, on peut se dire ici que pour celui qui veut investir à long terme, le prix actuel n'est pas mauvais. D'accord? Mais si on coupe le dividende également, ici, ça pourrait également être une bonne occasion pour renforcer. Ce n'est pas que l'entreprise ne peut pas payer son dividende, mais c'est qu'elle veut sauver le maximum de cash possible afin de pouvoir peut-être rembourser la dette très rapidement. OK? Elle peut également rembourser la dette en vendant une partie de ses actifs. Bref, ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur Covivio ici. Je serai aux alentours des 65 euros ici. Donc, la valeur des actifs nets par action ici, je ne vais pas la prendre à 101 euros, mais à 65 euros uniquement parce que je n'ai pas l'information ici concernant à la partie appartenant au groupe ici dans les actifs qu'elle a mentionné tantôt. OK? Donc, si c'est 101 millions si c'est 101 euros, tant mieux. D'accord? Mais au moins, je sais qu'on est au minimum à 65 euros. Et au prix actuel, je sais que je l'achète à la valeur de ces actifs nets ici. Et pour moi, c'est assez correct. La question que je me pose, c'est si on a les moyens de payer le dividende. Oui, on a les moyens de le faire, mais je reconnais également que ce dividende-là est assez élevé. Donc, on pourrait également le couper si on arrive en situation difficile. Mais pour le moment, les actifs de l'entreprise ici sont assez corrects, notamment par rapport au taux d'occupation. Donc, ça sera tout pour Covivio ici aujourd'hui. Voilà, on se dira juste que l'entreprise est correctement évaluée ici aujourd'hui. Et pour ceux que le dividende intéresse, oui, c'est bien, mais il y a quand même des risques. OK? Le niveau d'endettement est un peu élevé ici. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.